Allez, la suite de notre édition spéciale, et vous le voyez, écrit derrière moi, Sébastien Lecornu, peut-il éviter la censure? La question qu'on va se poser, évidemment, et qu'on se pose depuis le début de la journée. On a pas mal d'éléments qui sont arrivés au cours de la journée. Il y a eu beaucoup d'entretiens au sein de quasi tous les partis politiques, beaucoup qui se sont exprimés. Pierre-Yves Bournazel, qui est secrétaire général d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, sera sur ce plateau dans quelques instants. On sera également avec Daniel Obono, député de la France Insoumise, et également avec Pierre-Henri Dumont, qui est secrétaire général adjoint du parti Les Républicains. Sur ce plateau, pour m'accompagner, Valérie Nataf, que je suis ravie de retrouver. Ça va, Valérie? Bonjour Bénédicte, ça va très bien. Ravie de vous retrouver en ce samedi soir. Michel ça va Cotta. très bien. Aussi. Faut le dire vite. Mieux que quoi? Mieux que notre Premier ministre? Mieux que le Président? Ouais, mieux que le pays, peut-être. Mieux que le pays. Michel Cotta, ravi de vous retrouver. Bonjour à vous, Michel, auteur des derniers grands tomes 2 publiés chez Plomb. Vous êtes évidemment la bienvenue sur ce plateau. Je suis ravie de vous retrouver. À vos côtés, c'est Éric Scholl, que je salue également. Bonjour, cher Éric, directeur de la direction de l'Express. Et puis Georges Benamou, qui est écrivain et que je salue également, que je suis également ravie de retrouver. Nos équipes également, qui sont un peu partout, à droite, à gauche, et notamment à droite, à gauche. Oui, à droite, à gauche. On va partir du côté de Matignon. C'est Thibaut Petit qui s'y trouve avec Juline Garnier. Thibaut, le Premier ministre a donc fait un premier déplacement aujourd'hui. On attendait avec beaucoup j'allais dire d'impatience, mais en tout cas de questions, sa première prise de parole. Il a été assez clair d'ailleurs dans ce qu'il souhaitait faire, en tout cas dans la philosophie de ce qu'il souhaitait faire. Oui, il a profité de ce déplacement pour donner les premiers contours de ce gouvernement qui serait donc libre et pas emprisonné dans des partis. Ce sont ces mots. Alors il devrait être servi avec toutes ces annonces qui sont tombées tout au long de la journée, à commencer par les Républicains qui ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au gouvernement, même s'il le soutiendra. En revanche, du côté de l'UDI, même chose, on ne participera pas au prochain gouvernement. Ce parti de centre-droit qui est pourtant un allié de longue date du camp présidentiel. On se pose encore la question du côté d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup d'alliés qui commencent à quitter le navire. Alors, qui pourrait rester? La réponse pourrait se trouver notamment du côté des députés LR qui, eux, ne partagent pas tout à fait l'avis décidé au niveau national chez les Républicains. Philippe Tabarot, ministre des Transports, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, pourrait-il rester dans ce gouvernement? La question n'est pas encore tranchée. En revanche, Laurent Wauquiez, le patron des députés républicains, lui ne pourrait pas rentrer puisque Sébastien Lecornu a bien expliqué qu'il ne souhaitait pas de ministre qui ait des ambitions pour la présidentielle 2027. Alors, pour le reste du gouvernement, évidemment, on ne pourra pas tout composer avec les Républicains. C'est encore un grand point d'interrogation qui reste sur la copie du Premier ministre. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir continuer à former ce gouvernement et il va y travailler jusqu'à demain pour essayer de trouver des noms, une copie d'ici demain soir, car lundi, il faudra un Conseil des ministres et un budget présenté sur la table. Merci beaucoup Thibaut Petit. Juline Garnier, oui, Conseil des ministres obligatoire pour pouvoir déposer le projet de budget. Donc, il nous faut un gouvernement demain, a priori. Alors, Thibaut a évoqué ce qu'a dit le Premier ministre sur le gouvernement libre. Vous allez écouter très précisément ce qu'il a dit. Et ensuite, je vous ferai écouter ce qu'a dit Othman Nasrou pour le parti Les Républicains, parce que c'est effectivement de là que tout démarre. Je le dis avec gravité, j'ai été renommé Premier ministre, mais il faut que les conditions continuent à être remplies. Je le dis très directement, j'ai pas de double discours, il faut être droit. Donc par définition, il faut que ce gouvernement puisse être libre, c'est-à-dire avec des sensibilités partisanes, mais pas emprisonné par les partis. Il faut que ce gouvernement puisse être libre. Alors, des sensibilités partisanes, mais pas emprisonnées par les partis. Est-ce que ça veut dire que quand on est adhérent à un parti, voire même qu'on est dans les instances dirigeantes d'un parti, on serait autorisé à entrer au gouvernement? Du côté des Républicains, non sans mal, et on pourra l'évoquer ensemble tout à l'heure, il semblerait qu'on ait trouvé un début de ligne commune. Écoutez. Toutes ces raisons qui nous font aujourd'hui prendre cette position de responsabilité. Et donc, oui, nous voulons que le gouvernement tienne, nous voulons qu'il y ait un budget à la fin de l'année. Mais néanmoins, au moment où je vous parle, le bureau politique, dans une large majorité, a considéré que les conditions et la confiance n'étaient pas réunies pour une participation de LR au gouvernement.
Alors, Valérie Nataf, pour décrypter ce que dit Othman Nasrou, il faut qu'on explique bien que ce matin, il y a eu une visio avec les députés LR. Qui sont lidés par Laurent Wauquiez. En fin de matinée, il y a eu une réunion du Bureau national, présidée donc par Bruno Retailleau. Et qu'en fait, manifestement, on n'a pas tout à fait les mêmes envies, que ce soit du côté des députés et du côté du Bureau national. C'est le moins qu'on puisse dire. En regardant les sonores que vous diffusez à l'antenne, je me demandais s'il ne faudrait pas mettre la date et l'heure de chacune des déclarations pour ceux qui ont loupé un épisode, on soit quand même un peu au courant de ce qui se passe. Évidemment, ce n'est pas la même ligne entre les députés et les sénateurs. Un député LR l'a d'ailleurs dit, d'après notre excellent service politique TF1 et LCI, un député, on ne sera pas les otages des sénateurs, il est facile de défendre une ligne quand on ne doit pas se représenter devant les Français. On ne parle pas de fond, hein, vous l'avez bien compris. On parle d'une question de va-t-on vers une dissolution et donc des nouvelles élections, ou va-t-on vers tenir quelque chose de brinque-ballant. Vais-je perdre mon poste de député? En gros, c'est ça. Voilà. Et au nom de la stabilité. Il n'y a pas que des histoires de place il y a aussi qu'est-ce qui vaut la stabilité dans ce pays. Alors, je vais rajouter autre chose, de l'entourage, toujours qui nous a été rapporté par notre excellent service politique, l'entourage de Laurent Wauquiez cette fois-ci, qui dit, Laurent Wauquiez dit, 2 points, je crains une fracture difficile à résorber entre Retailleau et les députés. Et tout à l'heure, on avait toujours au service politique, on nous disait, mais vous savez que les députés demandent une 2e réunion avec un 2e vote pour savoir si on va ou pas au gouvernement. Franchement, on marche sur la tête, là, Michel Cotta. Je pense que les gens qui nous regardent doivent se dire, mais on a changé de dimension. On n'a pas le souvenir d'une telle explosion, parce que si l'explosion était uniquement à droite, on se dirait, c'est vrai, on savait bien qu'il y avait un espèce de combat entre Retailleau et Wauquiez, on le savait bien. Mais que ça explose comme ça, maintenant, avec le but du budget, quand même, et le rapprochement du budget, que ça explose. Mais en plus, comme je le dis, si cet éclatement était le seul à droite, on se dirait, c'est la droite. Mais le problème, c'est que la gauche, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne voit vraiment pas qui aujourd'hui peut sauver l'autre, parce que la droite et la gauche, on voit très bien qu'il y a quand même des gens qui attendent n'importe quelle proposition de Lecornu pour dire immédiatement non, il faut aller plus loin, il faut faut carrément geler les retraites tout de suite, retirer le projet, alors qu'on pourrait dire étudions, voyons, la parole est au Parlement. On voit quand même que la division de la gauche avec les communistes qui maintenant ont retrouvé le chemin des insoumis, comme d'ailleurs quand même les écolos, je crois qu'on peut le dire. Et donc on voit un parti socialiste tout seul et qui n'a toujours pas retrouvé la culture d'un parti de gouvernement de gauche. Il n'a pas retrouvé cette culture. Le Parti socialiste qui est seul a gardé une seule chose, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un peu difficile quand même. Et je me permets de rajouter que c'est vrai à gauche, c'est vrai à droite, mais c'est vrai dans ce que fut le socle commun, avec UDI qui décide de ne pas participer au gouvernement, et Horizon d'Édouard Philippe. Alors c'est la question que j'allais poser. Effectivement, Horizon, on a Pierre-Yves Bournazel qui va arriver, on va lui poser la question très, très clairement. D'abord, Georges-Marc Benamou, ce fameux socle commun qui est devenu manifestement la plateforme de stabilité, ça a changé de nom. Tiens, voilà, je vois Pierre-Yves Bournazel qui arrive. Venez, soyez le bienvenu, venez vous installer. Pour vous répondre, moi, bizarrement, je n'ai pas le sentiment que ce soit un souci, le soutien avec ou sans participation, les LR qui vont éclater. Le Parti socialiste qui va se scinder en deux. Moi, je crois que le problème, c'est... La vraie question, c'est est-ce que le monarque républicain, enfin le monarque solitaire, va lâcher prise et véritablement permettre à M. Lecornu de faire un gouvernement libre, donner carte blanche. Dans ce cas-là, il y a un slalom créatif et une équation quasiment impossible à résoudre. Comment lâcher aux socialistes sans perdre les républicains? Ça se résume à ça. Ouais. Deuxième hypothèse, si le gouvernement est une copie macroniste, que le président n'a pas lâché prise, que le gouvernement n'est pas si libre, les institutions vont se bloquer de manière terrifiante. Ça sera le dernier stop avant la désintégration. Et le problème, c'est en effet que, on l'a dit bien avant moi, mais que le président n'a pas réussi à traduire institutionnellement, et Michel le sait, ce qui s'est passé en juin 24. Enfin, je veux dire, Mitterrand a inventé, peut-être aujourd'hui, on s'y habitue, la cohabitation. Il fallait de l'astuce, il fallait de la souplesse, il fallait du respect de l'étiquette, il fallait le sens des institutions. Et Dieu sait si il n'aimait pas la Ve République.
Le problème, c'est que cette traduction politique subtile, complexe, qui n'est pas la cohabitation, n'a pas été faite. On a beau tourner autour du pot. Et c'est ça qui rend peut-être encore plus insupportable la Ve République, qui dépend d'un seul homme. Ouais, c'est ça. Alors justement, cet homme qui est au centre de tout, dont certains iront même jusqu'à dire que ça peut aller jusqu'à une problématique égotique, justement, de réagir de façon aussi indéboulonnable, si j'ose dire. Pierre-Yves Bournazel, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de passer un petit peu de temps avec nous. Donc vous êtes secrétaire général d'Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe, et conseiller de Paris. La question qu'on se posait, qu'on se pose depuis le début de la journée, c'est finalement, est-ce qu'avec cette démission acceptée, puis mission terminée, puis renomination de Sébastien Lecornu, on est quasi une semaine après la nomination du gouvernement précédent, et on se rend compte qu'en fait le socle, qu'on appelait le socle commun, s'est réduit comme peau de chagrin en quelques jours, et notamment aussi parce que Horizon est en train de prendre largement ses distances avec le chef de l'État. Écoutez, d'abord, je voudrais vous exprimer notre vive inquiétude quant à la situation du pays. Et ça date pas d'aujourd'hui, mais les choses s'aggravent. Et depuis la dissolution que nous n'avons pas souhaitée, que nous n'avons pas comprise, les choses vont de mal en pis. On a eu 3 premiers ministres, on a un gouvernement qui vient de démissionner, un premier ministre qui vient d'être reconduit, et l'autorité de l'État s'affaiblit chaque jour. Et la crédibilité de la France en Europe et dans le monde est questionnée. Et donc nous, on a une boussole, c'est la stabilité pour notre pays. Et donc la stabilité, ça conduit d'abord à avoir un Premier ministre. Bon, il a été reconduit. Il y aura donc un gouvernement et la priorité, c'est d'avoir un budget pour le pays. C'est notre crédibilité et puis c'est protéger les Français d'une crise financière. Donc notre volonté, c'est qu'il y ait la stabilité. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, là-dedans ? Nous, on ne va pas censurer, on ne va pas s'amuser à déstabiliser. On est pour la stabilité et on va regarder ce que va dire le Premier ministre. Ce qu'il veut faire pour le pays. Parce que ce qui compte, c'est quand même ce qu'on fait pour le pays. Alors avant ça, vous l'avez dit vous-même, avant ça, il y a gouvernement. Avant déclaration de politique générale, etc., même avant le dépôt du budget, il y a gouvernement. Je vais y aller franco. Est-ce que le parti Horizon est prêt à participer à un gouvernement ? Je crois que ça dépendra de ce que dira publiquement d'abord le Premier ministre. Que veut-il faire ? Participer à un gouvernement, c'est dire nous sommes d'accord sur la politique que vous voulez mettre en œuvre. Cette politique-là, on ne la connaît pas. Donc, quand le Premier ministre se sera exprimé, aura dialogué avec nous ou aura publiquement exprimé ses orientations, à ce moment-là, nous pourrons amener une réponse parce que le quoi va compter beaucoup. Donc, nous, on est pour la stabilité. On ne va pas jouer avec nos institutions. On ne va pas censurer, on ne va pas sanctionner. On va au contraire dialoguer avec le Premier ministre, dialoguer avec les forces du socle commun, de LR à Renaissance, dialoguer même avec les forces de l'opposition pour savoir ce qu'on peut faire pour notre pays et comment lui assurer un budget à minima. Mais pardon d'insister, oui. Mais là on parle des 24 prochaines heures, oui. Puisqu'il va falloir un gouvernement d'ici lundi matin, enfin en tout cas un conseil des ministres d'ici lundi matin pour pouvoir déposer le budget dans la journée de lundi. Alors même si c'est un gouvernement qui n'est pas complet, ça veut dire que dans les 24 prochaines heures, vous réservez votre réponse éventuelle, si tant est qu'on vous pose la question, évidemment, qu'on vous propose un poste. Je dis vous. Moi non, ça il n'en est pas question. Non, mais moi c'est Paris. Oui, Paris. Ça je sais bien. Je parlais des membres du parti Horizon, parce que la déclaration de politique générale, elle n'interviendra pas avant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez multiplier les coups de fil, les rendez-vous. C'est pas les coups de fil, c'est le mieux, ça serait que le Premier ministre s'exprime. Il a parlé ce matin. Vous avez entendu mais pour dire ce qu'il souhaite dans son budget, pour la clarté du débat et pour savoir où on va. Donc nous, on veut la stabilité des institutions, on veut la stabilité du pays, on veut un budget pour notre pays, mais la participation, c'est autre chose. La participation, c'est être aligné avec les décisions du Premier ministre. Pardon, le budget, le texte sera déposé et ensuite, justement, il sera débattu. C'est l'objet. Oui, mais le Premier ministre doit dire quand même à ses ministres ce qu'il veut faire. On ne rentre pas dans un gouvernement juste pour être ministre. Quel intérêt ? Valérie ? Pardon, oui. Je rejoins l'interrogation de Bénédicte. Le principe du fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée. Jusque-là, on est d'accord. Le Premier ministre dépose un projet de budget, vraisemblablement celui de François Bayrou, parce que j'imagine qu'il n'a pas eu le temps de faire autre chose. Et ensuite, lui, il peut dire ce qu'il préfère, mais ça n'a aucune espèce d'importance, puisque c'est une majorité, d'aubaine qui va se retrouver sur ce budget. Donc, il peut vous dire ce qu'il a envie de faire.
Mais c'est pas pour ça que ce sera fait. Il ne peut pas s'engager. Ce sont oui, tu as raison. C'est deux choses différentes. La première, c'est savoir ce que le Premier ministre veut faire et quelles sont ses lignes. Et donc, si nous sommes en accord, voilà. Si nous ne sommes pas en accord, je ne vois pas pourquoi on participerait à un gouvernement. Et nous avons deux priorités absolues. C'est qu'il ne faut pas augmenter les impôts, parce que nous sommes un pays qui bat des records de prélèvements obligatoires. Et la deuxième priorité doit être donnée à la baisse de la dépense. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie dans ce débat qui est souvent très politicien, est-ce qu'on rentre pas, les places des uns et des autres, c'est on a une dette. Et cette dette, elle est dangereuse pour l'avenir des Français. Et cette dette, elle peut avoir des conséquences très graves. Et il faut bien que le gouvernement, quel qu'il soit, l'Assemblée nationale se responsabilise pour prendre des bonnes décisions, pour désendetter le pays et nous protéger. Alors, Éric Scholl, je vous donne là, juste pour vous donner l'information, ce qu'on vous l'avez peut-être lu sur le bas de cet écran, concernant le Conseil des ministres et le dépôt du texte du budget. Emmanuel Macron partira lundi en Égypte pour aller aux côtés de Donald Trump. Donc ça veut dire soit Conseil des ministres demain, soit Conseil des ministres en visio dans l'avion. Après, c'est vraiment très court dans l'agenda. Voilà. Si vous voulez, on court après le temps. Quand on regarde, si vous voulez, en fait, il faut remonter ces histoires de calendrier. Il y a 70 jours avant le 31 décembre. Et auparavant, il faut pouvoir déposer donc, le texte au Conseil, le déposer devant le Conseil des ministres. Et ensuite qu'il aille à l'Assemblée nationale. Et vraiment, ça se joue entre le 13 et le 15. Ça veut dire un gouvernement ce soir ? Un gouvernement qui va très vite sortir. Et la réalité, moi j'entends ce que vous dites, mais en fait on s'en fiche du gouvernement, enfin on se fiche de ce que pense le gouvernement. C'est plus le sujet. Le sujet c'est de déposer un texte devant le Conseil des ministres. Pourquoi ? Parce que si ce texte de projet de loi des finances n'est pas déposé, eh bien on va rentrer dans un truc beaucoup plus compliqué. L'année dernière, à partir du moment où le texte a été déposé, ensuite le gouvernement peut sauter, etc. C'est pas très grave puisque à la fin on a réussi à faire une loi spéciale. Mais cette loi spéciale, pour qu'on puisse voter à un moment une loi spéciale, il faut que le texte ait été déposé. S'il n'est pas déposé, on rentre dans un terra incognita. Et on ne peut pas le déposer, encore une fois, si on n'a pas de gouvernement et si on n'a pas fait un conseil. La priorité, l'urgence en réalité pour le Premier ministre, c'est que ce texte, qui est tout prêt, la réalité c'est qu'il est tout prêt ce texte, il soit déposé, ensuite il va être débattu, on va rajouter des amendements, comme ça s'est passé l'an dernier. C'est pas tellement le sujet, il faut qu'il soit déposé. Et le Conseil des ministres peut avoir lieu avec 3 ministres. Et ensuite, s'il est refusé, on ira sur une loi spéciale. Il faudra quand même que la loi spéciale soit votée. Elle a été votée l'an dernier. Il faudra quand même trouver un moment un accord pour la voter. Et cette loi spéciale, vous savez ce que ça va faire. C'est-à-dire qu'on reprendra le texte, les crédits, on sera sur les crédits votés. C'est-à-dire que c'est vraiment un budget à minima. Mais c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Là où on en est, Eric, chaque jour suffit sa peine, quasiment. Je veux dire, pour moi, l'urgence absolue, c'est de déposer ce texte. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi pressé. Et ce nouvel élément diplomatique du voyage d'Emmanuel Macron en Égypte, évidemment, accélère encore plus la nécessité de sortir un gouvernement là dans les prochaines heures. Bien sûr. Vous dites 3 ministres, mais c'est peut-être l'occasion ou jamais d'avoir un gouvernement resserré. On plaisantait avec Valérie la semaine dernière sur le gouvernement resserré. Et on ne le voit jamais. Là, pour le coup, peut-être nécessité va faire la loi. Parce que comme il n'y a pas de gens qui se précipitent, apparemment, et que tous prennent leur retrait, peut-être c'est l'occasion d'un gouvernement à 10 personnes qui aurait le droit de regarder le budget, de dire oui et de le passer à l'Assemblée nationale. Mais pardon, mais quand je lis, et vous l'avez cité, le président de la République qui donne carte blanche à son Premier ministre, il lui donne carte blanche dans un agenda extraordinairement contraint quand même. Pardon. C'est une petite cartonnette. En partant, on ne peut pas lui demander mieux, il s'en va en Égypte. Alors, c'est une façon de... Oui, mais enfin, il faut quand même qu'il préside le Conseil des ministres. Donc, c'est quand même un peu difficile. Sur cette annonce alors, on comprend absolument qu'il se rende en Égypte. Ce sont évidemment des moments qui sont aussi pour l'histoire fondamentaux, extrêmement importants. Emmanuel Macron n'y est pas pour rien sur tout ce qui a pu se passer sur le dossier du Proche-Orient. On dit qu'effectivement, il a peut-être engagé les conseils de l'Élysée le disent, oui, en tout cas. Oui, peut-être que c'est ça. C'est plus prudent de le dire. En tout cas, bref, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher de vouloir aller effectivement en Égypte pour cette... voilà. Mais est-ce que ça dit quelque chose quand même ? Il se trouve qu'il y a quand même un tamponnage d'agenda, là, qui est quand même... Il est mieux là-bas qu'à Paris. Alors voilà, est-ce que ça veut... C'est fait pour nous montrer aussi qu'il va pouvoir laisser un peu Sébastien Lecornu... La chienlit qui est organisée depuis la dissolution, l'insupportable chienlit, car il faut le dire quand même, par-delà les analyses. Moi, je veux dire, je ne sais pas comment les Français vivent ça, même si on dit que c'est un peuple politique et à la fois indifférent. Mais cette situation est quand même très délétère pour tout le monde. Pas que pour les chefs d'entreprise, pas que pour les journalistes, pas que pour les députés qui ne savent pas s'ils vont être réélus, mais pour tout le monde. Bien sûr. Il y a un sentiment
collectif qui a que le père a foutu le camp, si on est freudien, quoi. Et moi, je suis né au moment de l'arrivée de De Gaulle, et j'ai toujours été hanté par ces images de la 4e République, et je crois que tous les Français partagent cette honte que nous vivons actuellement. On leur a tendu notre micro aux Français, justement. Si vous voulez, on va les écouter. Parce qu'effectivement, il y a la honte, il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse, il y a la colère, mais la colère froide aussi, qui est une colère qui est sans doute un peu plus dangereuse. Mais qui doit nous faire réfléchir sur les institutions, sur le prochain président, sur cette folie monarchique, sur la nécessité d'une organisation beaucoup plus équilibrée des pouvoirs publics. Alors, on va les écouter, les Français. Je vous donne la parole après, Michel. Il faut essayer que chacun mette un peu d'eau dans son vin et qu'on avance tous ensemble. Parce que là, on creuse un trou qui est sans fond, quoi. On n'y arrivera jamais. Enfin. Et autrefois, à l'école, on prenait une gifle. On a l'impression qu'on est dans une impasse et que notre président ne sait plus quoi faire. Et finalement, à reprendre les mêmes personnes, on va se retrouver avec les extrêmes. Donc je suis extrêmement inquiet pour la France. C'est affligeant ce qui se propose actuellement avec tous ces partis politiques qui ne veulent pas s'entendre. Alors le seul problème, c'est le déficit de la France, le grand défi, le grand problème. Ils n'en parlent absolument pas. Ce qu'il y a, c'est l'ego de chacun. Je pense que le Cornu aujourd'hui est capable de faire consensus et de développer finalement une ligne qui pourrait plaire à l'ensemble des forces politiques autour de la table qui sont prêtes à travailler. Pour moi, c'est terminé. Et moi je pense qu'il faudrait faire une présidentielle. Il faudrait y songer sérieusement, quoi. Et donc s'il devait choisir de démissionner, le président de la République, il faudrait attendre que le budget soit voté, attendre quelques mois, au moins 6 mois, pour que les différents partis puissent donner un programme sur lequel on puisse un petit peu se baser. Ça, c'est l'idée effectivement qui a été développée par Édouard Philippe la semaine dernière. De dire on vote un budget et puis ensuite il va falloir qu'il organise des présidentielles anticipées. Il faut qu'il s'en aille. En tout cas, ce que nous disons, c'est que la dissolution, c'est une impasse pour le pays. Parce que soit ça nous amène à l'extrémisme politique, à l'extrême droite, qui conduira les affaires de la France, soit une situation où il n'y aura pas de majorité et ça sera le chaos. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, ça fait un an, on vit la chienlit. On a proposé des coalitions. Nous, on a toujours défendu la stabilité. Édouard Philippe, même dès 2022, a demandé une coalition, en disant le président n'a qu'une majorité relative. Si on veut la stabilité pour 5 ans, il faut faire une coalition avec les sociodémocrates, avec LR. Ça ne s'est pas fait. 2024, il y a les 2 solutions. Nous avons dit il faut une coalition. Il faut que les sociodémocrates, les LR, Renaissance et Horizon s'entendent dans l'intérêt du pays. Personne n'a voulu faire un pas vers l'autre. Et aujourd'hui, il faudra un déblocage. Et le déblocage peut venir de la clé de voûte des institutions. C'est ça. C'est évidemment le président. C'est effectivement pour avoir une coalition, il faut que les partis aient également envie de gouverner en coalition, ce qui n'est manifestement pas le cas et ce qui désespérait ces Français qu'on a interviewés ce matin sur le marché.